Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on voit qu'il y a quand même des marges de manœuvre. Hein, il y a des marges d'amélioration puisque on fait des erreurs. Hein, on fait des erreurs peut-être dans les gestes techniques, sur la toilette vaginale en gynécologie, sur les indications de CBU en urologie, peut-être sur des retards décisionnels en orthopédie, et sur la gestion des antibiotiques post-opératoires en chirurgie viscérale, par exemple, parce que qui fait quoi? Bon. Et c'est quand même, tu as parlé d'antibiothérapie de couverture, et en fait, toute une partie de la médecine est une médecine de couverture. Et je ne parle pas que de la chirurgie, là. Les médecins passent leur temps à se couvrir. On demande des examens radiologiques, des examens bactériologiques, des consultations, etc. Et donc, il y a probablement une part une problématique là-dedans, dans les infections du site opératoire. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui as une vision un peu transversale, en voyant défiler tout un tas de dossiers? Alors d'abord, je suis chirurgien viscéral et je ne vais parler d'adultes et je ne vais parler essentiellement que de ceux que je connais, que ceux dont j'ai pris connaissance au cours de ces 22 ans d'expertise. Mais merci à tous les orateurs. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que vous dites tous des choses importantes. La qualité de la formation, c'est capital en chirurgie, mais aussi en médecine. Il faut que les chirurgiens sachent un petit peu ce que c'est qu'une ISO et distinguer une ISO superficielle d'une ISO profonde, c'est capital. Le deuxième point que vous avez tous développé, c'est les facteurs de risque. Deux types de facteurs de risque. On peut jouer, nous, sur les facteurs associés aux patients, le diabète, le tabac, etc. Et puis, il y a les facteurs de risque liés à notre activité à nous, la prescription inadaptée d'antibiotiques, les ECBU avec des antibiothérapies inutiles. Ça, c'est les deux premiers points importants. Il a été évoqué dans par le dernier orateur la notion de faute. Alors, pourquoi c'est important? Parce que je pense en particulier qu'en chirurgie viscérale, il va falloir distinguer, c'est capital, dans les ISO, ce qui n'en est pas vraiment. Je m'explique, quand il y a un trou sur le grêle ou le côlon, en célio par exemple, malgré les avantages qui ont été soulignés par le premier opérateur en gynéco de la célioscopie, lorsqu'il y a un trou plus fréquent quand même en célio qu'en laparotomie sur un viscère, c'est pas une infection nosocomiale, c'est un accident médical. Après, il va falloir dire s'il est fautif ou non fautif, c'est sa caractérisation, mais il faut déjà distinguer la cause de l'ISO. Et puis, deux points encore qui me paraissent capitaux et qui ont été relevés au cours par tous les orateurs, c'est la notion de coopération. Alors, je vois deux coopérations nécessaires, avec le patient, bien entendu, c'est notre principal but, je crois, objectif, et deuxièmement, avec l'anesthésiste. Alors, tout à l'heure, un orateur disait on ne leur parle pas, mais on ne leur parle peut-être pas assez, justement, parce que la qualité du geste de réintervention, par exemple en chirurgie digestive, et tout est compris dans la précocité de ce geste, mais aussi dans la qualité du geste de réintervention. Et il faut que le couple anesthésie-chirurgien soit en bonne entente pour que ça marche bien. Enfin, au bout de ces 22 ans, je vous dirais que tout le monde fait des erreurs, ça a été souligné par M. Johannet. Tout le monde fait des erreurs, mais si on les explique aux patients, ça se passe beaucoup mieux. Et tout ou presque, est dans la communication. 80% de nos expertises, qu'elles soient amiables ou judiciaires, comportent un défaut de communication qui, s'il n'avait pas existé, nous aurait évité du travail à tous. Merci. Merci Philippe. On va passer la parole à la salle. On va réduire un petit peu la pause de quelques minutes pour donner la parole à la salle. Bonjour, donc je suis infirmière IBOD et hygiéniste à Aurillac dans le Cantal. Et vous parliez des ouvertures de portes en orthopédie. Est-ce que vous avez installé des compteurs? Est-ce qu'on a installé des compteurs? Non. Oui, non. On n'a pas installé des compteurs, mais nous, dans le bloc où je travaille, il y a 19 salles d'orthopédie, 19 salles de chirurgie. Et uniquement les salles d'orthopédie, elles ont un véritable sas. C'est-à-dire que les deux portes ne peuvent pas s'ouvrir en même temps.
Et ça limite beaucoup les allers-retours déjà, mais on n'a pas de compteur. Par contre, après, c'est libre à chaque chirurgien d'être plus ou moins... On sait que moi, on ne rentre pas dans ma salle pour demander si le malade suivant a un truc ou... Je suis d'accord avec vous. Après nous, c'est ce qu'on a installé et le comportement des gens a complètement changé. Et on est passé à 40 ouvertures de portes à 16. Ah ouais, donc c'est énorme. Les compteurs, vraiment, par rapport au comportement du personnel en salle, ils changent tout. Bah, c'est Parce intéressant. qu'on l'utilise comme indicateur. Ouais. Moi, je suis à la recherche de solutions pour que les gens se lavent les mains en rentrant dans le bloc. Ah, super. Et c'est hyper difficile. Au même titre que les portes, Si vous les quelqu'un a laissez des pas tips rentrer. là-dessus. Est-ce que sur les compteurs, est-ce que vous pouvez juste préciser si vous avez, sur les ouvertures résiduelles, vous avez les causes des ouvertures? Micro, s'il vous plaît. Pour les échanges, pour les pauses, pour sortir entre copines, pour aller voir son collègue anesthésiste, et après on l'a fait vraiment par chirurgien en orthopédie et on voit qu'il y a effectivement des chirurgiens qui sont très demandeurs, allez me chercher ci, donc ça, ils corrigent leur comportement. Pareil pour le personnel, on sait qu'il y a des équipes d'anesthésie qui ouvrent sans arrêt les portes, donc là aussi ça les corrige, parce que les chirurgiens, quand il était en fait dans sa pratique, il laissait tomber l'ouverture de porte. Mais vous avez, en plus des ouvertures de porte, vous avez des sas ou non? Non, on n'a pas de Parce sas. que le sas, ça diminue aussi bien la sûr. perturbation du flux. Ah, non, on n'a pas du tout de sas. C'est vraiment dans le direct couloir. Donc pour nous, c'est vraiment un risque identifié. Mais bon, c'est une super idée. Hein. Ouais, et ça coûte pas cher. Bonjour, je suis Dominique Joubert des hôpitaux universitaires de Genève. Je tenais à vous remercier vraiment pour toutes vos présentations. On a vu un ensemble des éléments clés de la prévention des affections du site opératoire. Il y a une petite chose quand même qui me frustre un petit peu. À mon avis, il manque une petite chose. Alors, vous en avez touché du doigt, Madame Christou en a légèrement touché du doigt pendant sa présentation. Vous aussi, Monsieur Bruyère, vous en avez parlé. Vous avez parlé de la coordination interprofessionnelle. C'est vrai que la littérature est très abondante et elle est concordante, je dirais, dans toutes les recommandations, à part les niveaux d'évidence qui peuvent changer. Mais enfin, quand on regarde l'OMS, le CDC et puis tous les bundles qu'il y a dans la littérature, on a une concordance. On va un peu tous dans le même sens. On a des pratiques clés, en tout cas une dizaine de pratiques clés qui, avant l'incision, permettraient quand même d'éviter la survenue d'une ISO, l'antisepsie cutanée, l'antibroprophylaxie, la décolonisation du Staph aureus. Ça peut fonctionner en neurochirurgie ou en chirurgie cardiaque, mais on a aussi la dépilation, la discipline en salle. Enfin bref, on a une dizaine de pratiques clés qui permettraient, si elles étaient bien observées en salle, d'éviter cette survenue, mais seulement il se pose une question, c'est quid de la coordination interdisciplinaire, quid de la synchronisation entre tous, parce que même si chacun travaille très bien de son côté, ce qui n'est déjà pas gagné, c'est un peu comme deux solistes qui pourraient ne pas avoir la même partition, ça pourrait être cacophonique, ça peut même être chaotique si tout le monde fait bien comme il faut. Le but, c'est d'avoir effectivement des points clés de synchronisation entre différentes parties. Un patient peut vite être hypotherme si on ne sait pas synchroniser. On peut donner une antibroprophylaxie dans un temps qui n'est pas le bon, simplement parce qu'on ne sait pas coordonner avec le chirurgien. Il n'y a pas que les anesthésistes, les chirurgiens, il y a aussi les ibodes. Et tout ça, c'est interdisciplinaire. Si on n'a pas un modèle mental, je dirais, avec des points clés, accueil, incision, accueil, induction, incision, pansement, on peut faire les choses bien, on peut avoir un résultat qui ne sera pas forcément très bon, même si on est observant aux pratiques recommandées. Et juste une chose, alors on pourrait peut-être aller voir, parce que dans la littérature, on n'a pas de modèle robuste qui est publié par rapport à ça, si vous êtes d'accord avec moi, et on peut aller chercher aussi les modèles dans d'autres industries, comme l'aéronautique par exemple. Airbus a publié des task sharing extrêmement efficaces en 2023 par rapport à la coordination interdisciplinaire. Ça permet d'aller vite et bien, ce qu'on appelle les Standard Operating Procedures. Et quid peut-être de l'introduction de ces Standard Operating Procedures en salle d'opération avant l'incision. La question que vous posez, c'est la question en fait de l'applicabilité aussi des recommandations. Parce que par exemple, les chirurgiens, enfin je parle de chirurgie viscérale, ce que je connais en France, ils appliquent les recommandations de la SFAR. Okay, bon. Alors, il y a un truc qui est assez clair, c'est que c'est l'anesthésiste qui fait l'antibioprophylaxie. Bon. Sauf qu'on nous dit, ah mais non, mais il ne faut pas la faire quand le malade rentre en salle d'op. Il faut la faire, ça a été évoqué là, par, je crois, l'un d'entre
d'entre vous. Il faut la faire entre 30 minutes et 45 minutes. C'est très compliqué de faire le protocole d'antibioprophylaxie recommandé. Et donc, je crois qu'il y a aussi un problème d'applicabilité. Un autre exemple, c'est la checklist. La checklist, en préopératoire, ça va encore. En post-opératoire, c'est le bazar. Hein, parce qu'un coup, le chirurgien est parti, un coup, l'anesthésiste, il n'est pas arrivé, et donc, voilà. Enfin, vous voyez, c'est des questions aussi, probablement, d'applicabilité, et ce que vous dites est effectivement très important. Parce que la checklist n'est pas une checklist au bloc opératoire. On a pris ce nom, c'est juste de la sémantique, c'est en réalité une to-do list, qui n'est pas du tout pareil. Dans l'aéronautique, une checklist, c'est pour valider des procédures standards. Il n'y en a pas. Parfois, et notamment pour l'interdisciplinarité, il n'y en a pas de procédure standard. Donc une checklist ne sert pas à être sécure si on n'a déjà pas les procédures qu'on doit vérifier. Ça reste une to-do list adaptée au bloc. Par contre, l'applicabilité, on peut le faire si on co-construit un modèle, justement par une étude qualitative, si on co-construit le modèle ensemble, selon évidemment la culture locale. Effectivement. Est-ce que les orateurs veulent répondre? Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, Michel Eblin, chirurgien de la main à Paris. D'abord, une petite remarque concernant le SAS. Moi, j'ai visité à Hambourg le professeur Dieter Buchramko en 1987. Il existait déjà, quand on se changeait dans le vestiaire, on ne pouvait pas rentrer dans le bloc opératoire si on n'était pas passé par un lavabo qui était comme un lavabo de chirurgien ou d'anesthésiste. Et à ce moment-là, la porte s'ouvrait. Sinon, ça ne s'ouvrait pas. Juste pour info, donc c'est ancien. Maintenant, je voulais poser une question à ce panel d'experts chirurgiens concernant le lavage des mains. Parce que moi, depuis que j'ai été formé, on se lavait les mains à chaque opération avec du savon, même du savon de Marseille chez M. Villain, et on se lavait à toutes les opérations. Maintenant, il n'y a plus personne qui se lave vraiment les mains, si ce n'est peut-être pour la première opération. Je ne sais pas comment c'est en orthopédie prothétique, mais sinon, et entre deux opérations, en fait, on met simplement de la solution hydroalcoolique, un truc qui dure 2 minutes, et entre-temps, on a téléphoné, on a utilisé le magnétophone pour dicter son compte-rendu, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles pratiques de lavage des mains et l'incidence sur d'éventuels ISO? Merci. Merci pour le cadeau. Non, mais moi je suis pas un spécialiste du lavage des mains, mais mais est-ce que déjà je pense qu'il y a des choses élémentaires qui sont pas bien réalisées, même dans des blocs où on a l'habitude de traiter les infections. Donc se poser la question de comment on se lave les mains, moi je poserais la question de lavez-vous les mains déjà. Lavez-vous les mains. C'est-à-dire que quand on reste dans un bloc opératoire à l'entrée d'un bloc, les gens qui vont aux toilettes, ils ne se lavent pas les mains en sortant des toilettes, ils rentrent en salle. Et c'est la réalité. Et c'est pour ça que je dis que je suis à la recherche de méthodes, parce que je ne sais pas, à part des caméras, et dans notre ancien bloc, puisqu'on a un nouveau bloc, dans notre ancien bloc, la surveillante donnait sur les lavabos. Et elle engueulait tous ceux qui ne se lavaient pas les mains. C'était génial. Mais aujourd'hui, son bureau, il n'est plus en face des lavabos. Donc, je n'ai pas la réponse à votre question sur le... Ouais. Après, d'après ce que je sais, mais j'ai l'impression que c'est surtout le lavage, la solution hydroalcoolique, elle est équivalente à un lavage des mains, sauf pour les comment ça s'appelle? Non, mais les clostridiums. Alors, est-ce qu'on a... C'est ce que j'ai appris. Alors, attendez, mais je suis chirurgien, moi. Hein. Jean-Christophe Lucet. Jean-Christophe Lucet, moi je suis pas chirurgien. Voilà. Peut-être en étant un peu iconoclaste, ce que me permet mon grand âge maintenant, c'est de dire que c'est peut-être pas un enjeu absolument essentiel. Aïe. Voilà. C'est peut-être pas un enjeu absolument essentiel entre lavage et friction, dont on a vu, vous l'avez dit, l'équivalence. C'est peut-être pas là que sont les enjeux. Et moi, je suis impressionné par ce que nous a dit notre collègue de Brive, c'est ça? Ouais. Voilà, pas très loin, sur les circulations dans le bloc opératoire. Hein. Et je pense que quand on regarde les mesures de prévention, on a beaucoup travaillé sur la préparation cutanée, sur la prophylaxie, sur l'hygiène des mains, mais les enjeux, c'est les comportements. Hein. Ouais. Et peut-être ça m'amène à la question, c'est là on a vu un panel de chirurgiens très humble en fait, hein, humble, et puis interrogatif sur les pratiques. Est-ce que vos collègues ont tous ces interrogations sur le risque infectieux? Et comme l'a dit Hulbert tout à l'heure,
Le regret, c'est peut-être qu'il n'y ait pas de représentants instrumentistes ou circulants dans ces réflexions-là, parce que c'est quand même eux et elles qui voient ce qui se passe dans les salles opératoires dès lors qu'ils sont ibodes. Et c'est malheureusement de moins en moins souvent le cas. Je ne sais pas si vous avez une réflexion sur ce point-là. Alors, il va y avoir une pause quand même, donc on va limiter. Alors, je vous propose trois questions courtes, réponses courtes. Voilà. Une question sur l'antibioprophylaxie sur césarienne. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas tranché entre à l'incision ou au clampage du cordon. Je crois pouvoir dire que la SFAR a tranché et nous a demandé de protocoliser l'antibioprophylaxie avant l'incision. Alors, qui a raison ? Et qu'est-ce qui se passe dans vos blocs ? Comme je vous ai dit, j'ai pas conclu. En fait, on n'a pas de conclusion. La problématique, en effet, c'est l'intérêt de la mère et l'intérêt de l'enfant. Et aujourd'hui, personne n'a tranché là-dessus. Donc, c'est en fonction de chaque établissement. Chacun a fait ses choix dans à quel moment faire l'injection. Il y avait une question là. Leslie Grammatico-Guillon, je rebondis sur les propos de Monsieur Lucet. Je ne sais pas si Gabriel Birgan est arrivé, il en parlera bien mieux que moi, mais sur les comportements opératoires, il y a un grand travail PREPS porté par Gabriel sur les ouvertures, sur le bruit, etc. et la mesure des ISO derrière. Donc il y aura bientôt des résultats. Il y a eu un peu le Covid au milieu, mais il faudra écouter Gabriel Birgan sur ce sujet. On peut effectivement recommander la lecture de la thèse de Gabriel Birgan, qu'il avait fait à l'Imperial College, qui est très très pertinente. Bonjour, Marc Garnier, je suis anesthésiste réanimateur, je suis le coordonnateur national pour la SFAR des RFE, antibioprophylaxie. Donc je voudrais faire un petit complément, c'est pas tout à fait ça quand même. On a travaillé déjà avec le CNGOF sur tout le tableau, et les experts du CNGOF étaient tout à fait d'accord pour ce qu'on a écrit en bas du tableau, qui est qu'aujourd'hui ce qui est démontré, c'est que pour la mère, il faut le faire avant l'incision, et que pour l'enfant, on n'en sait rien. Et que les pédiatres, depuis 30 ans, disent ça sans aucun substrat de preuves concrètes. Donc après, vous choisissez ce que vous voulez. Mais entre quelque chose de démontré, certes peut-être qui diminue des ISO superficiels, mais qui est démontré, et un risque théorique, peut-être que dans 15 ans, on l'aura démontré sur le microbiote et l'augmentation des cas d'autisme ou je ne sais quoi, mais aujourd'hui, c'est totalement hypothétique. Voilà, faites comme vous voulez. Et puis je fais un tout petit commentaire sur métronidazole, céfazoline. On peut gagner du temps, c'est déjà fait, puisque pour les hystérectomies, depuis 2024, c'est recommandé de la céfoxytine, qui couvre les anaérobies, et en France aussi bien, si ce n'est même mieux que le métronidazole. Donc en fait, c'est pas la peine de refaire plus métronidazole, on couvre déjà dans l'hystérectomie en France en 2024 les anaérobies. Pour revenir sur le problème de l'enfant, en effet, c'est qu'on a quand même assez régulièrement des pédiatres qui nous mettent les enfants sous antibiotiques pendant 3 ou 4 jours en attendant d'avoir les résultats des prélèvements avant l'injection, à cause de cette injection d'antibiotiques qui a été faite avant la césarienne. Oui, bonjour, infirmier hygiéniste aux HPEVM à Saint-Maurice. J'ai une question, c'est il y a des périodes où on a des désunions de cicatrices sur des césariennes. Et c'est des personnes qui reviennent quotidiennement et qu'on fait des lavages d'irrigation. Alors je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution, mais les facteurs de risque qui engendrent, ce serait quoi ? Parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Et c'est vrai que pour les mamans, c'est vrai que c'est dur de revenir tous les jours pour refaire des soins parce qu'on a une désunion de cicatrices. On a montré tout à l'heure que 75% des infections du site opératoire sur les césariennes, c'est la paroi. Et c'est aussi parce que quasiment la moitié des césariennes sont faites en urgence dans des ambiances contaminées. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup plus de lâchage et que, en effet, lorsqu'on comparait sur toutes les autres interventions, on est l'intervention où il y a le plus d'abcès de paroi, entre guillemets, et le moins d'infections profondes. Et est-ce que c'est aussi parce qu'on a encore des chirurgiens qui utilisent de la chlorhexidine juste avant de fermer ? Est-ce que ça peut aussi engendrer ces désunions par la suite ? Pas à ma connaissance. Donc ils peuvent continuer à utiliser de la chlorhexidine juste avant de fermer ? Il n'y a pas de niveau de preuve sur l'utilisation ou pas de chlorhexidine. On sait que mettre, par exemple, un désinfectant dans la cicatrice, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, mais on n'a pas démontré que c'était délétère. En tout cas, ça ne diminue pas le risque d'infection de paroi. Bonjour, merci. Karine Kouzgou, infectiologue et hygiéniste à Saint-Joseph. J'avais une question justement pour les infections de paroi post-césarienne. Est-ce que pour vous, il y a une différence significative entre
fermeture par clip versus fermeture par suture. Fil suture. Actuellement, les recommandations, c'est fermeture par suture. Oui, ce que les chirurgiens font pas, en général. Question d'habitude et puis après d'éducation des gens. Alors moi, je voudrais faire une remarque plus générale. Je vais être un peu, je vais taper un peu plus fort. En pratique, depuis que je suis externe, on m'a appris qu'il fallait respecter les règles d'hygiène, se laver les mains, etc. Et alors maintenant, je commence à avoir plus de cheveux. D'ailleurs, je vais pas dire des cheveux blancs, plus de cheveux, mais j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup avancé. Alors on avance, mais à petits pas. Je pense que demain, lorsqu'on a vu tout à l'heure l'évolution du nombre d'accidents de la route, 17 000 morts dans les années 72. On passe à 8 000 début des années 2000. En fait, chaque fois qu'on a bougé, c'est parce qu'on a mis des obligations, on a mis la ceinture de sécurité, on a mis les limitations de vitesse. Et vous avez vu, il y avait sur la courbe, il y a une deuxième chute. Lorsqu'on arrive à 8 000, la deuxième chute, c'est les radars automatiques. D'accord ? On arrive à 3 000 morts aujourd'hui. En Angleterre, où il y a à peu près la même population, eux, ils sont à 1 000 parce qu'ils ont 4 fois plus de radars que nous. Donc en fait, je pense qu'on avancera dans les infections nosocomiales qu'en mettant des obligations, c'est-à-dire que demain, il faut qu'à l'entrée des services, il y ait affiché le taux d'infection nosocomiale du service et que ça soit accessible à tout le monde. Et tant qu'on ne fera pas ça, on pourra se réunir tant qu'on voudra, mais on ne sera pas efficace. Ce que tu dis, ça rejoint un peu le sujet des caméras au bloc opératoire, avec ce concept de transparence au bloc qui a probablement beaucoup d'avantages, mais qui n'est pas quand même dans la culture des équipes opératoires. C'est un autre sujet et je vous propose d'en discuter à la pause maintenant.